Si le mot capital venture vous fait peur, si vous avez envie de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité, comment les investisseurs sur le marché choisissent leurs entreprises pour les amener au plus haut, eh bien restez avec nous. Israël, comment ça marche, va essayer de décrypter ce qu'est le monde du venture capital. Pour en parler, nous avons un invité de marque, Amir Weitman. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Amir Weitman, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est ravis de vous accueillir, mais le plaisir est partagé. Alors, vous avez beaucoup de casquettes, beaucoup de cordes à votre arc. Vous faites de la gestion de portefeuille, mais vous gérez aussi un fonds, un capital risque, comme on dit, ou venture capital en anglais. C'est comme ça qu'on dit en général. Qu'est-ce que c'est comme fonds que vous gérez ? C'est un fonds israélien ? Alors, c'est pas un fonds du point de vue purement technique. En fait, ce que je fais, c'est que moi, j'ai grandi à Genève. Donc, je vous donne en 30 secondes comme ça ma petite bio. Je suis né en Israël, mais j'ai grandi à Genève. Je suis revenu en Israël il y a 20 ans. Donc, j'ai fait mon alia. Et voilà, je suis dans le domaine de la finance et de la banque depuis 2004, si je ne m'abuse. Voilà, depuis 2004. J'ai fait de la gestion de portefeuille, j'ai fait du conseil en investissement et depuis maintenant 2 ans, pratiquement, je fais du venture capital, ce qu'on appelle en français du capital risque, en fait avec des partenaires à moi qui viennent encore de Genève. Et en fait, on investit donc de l'argent dans des sociétés israéliennes. Vous ne gérez pas un fonds, mais vous investissez chacun. Voilà, en fait, ce que je fais, en fait, pour le définir de manière plus précise, c'est on pourrait appeler ça du club deal. En d'autres termes, quand je trouve une société qui me paraît être intéressante, et on va en discuter comment est-ce qu'on y arrive, mais disons, quand j'ai trouvé une société qui me paraît être intéressante, eh bien, je présente cette société à différents investisseurs, et puis, soit ça les intéresse, soit ça les intéresse pas, mais si ça les intéresse, eh bien, ils investissent. Et voilà, et ensuite on a évidemment un accord entre... Alors, ok. Alors, c'est un fonds, pas un fonds, décidément, je veux absolument que vous soyez à la tête d'un fonds. Je ne sais pas pourquoi, ça va peut-être venir, on ne sait pas. À terme, c'est pas impossible, mais c'est des choses qui doivent se développer de manière organique. Moi, je ne crois pas en créant des structures quand il n'y a rien derrière. Donc, je pense que pour l'instant, on a investi dans 11 sociétés, ce qui est très bien, et puis dans des bonnes sociétés. Donc, je pense que de toute façon, on verra avec le temps, les gens vont voir les résultats. Donc, les choses viendront de manière naturelle, simplement. Alors, ces investisseurs, justement, à qui vous présentez des profils de sociétés qui vous paraissent intéressantes, quel genre de profil ils ont ? Qu'est-ce qu'ils recherchent surtout dans ce que vous leur présentez comme dossier ? Alors, il y a évidemment l'aspect purement financier, parce que le mot en français, c'est donc capital risque. Et en effet, voilà. Donc en fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et par ailleurs, au contraire, en fait, d'investissement dans la bourse où il y a forcément de la volatilité, mais où le risque est quand même, en général, moindre. Si on fait en tout cas les choses de manière professionnelle, là, quand on parle de capital risque, on parle tout de même d'investissements qui en général ne sont pas liquides, en tout cas pas au début, et avec des risques qui peuvent être considérables. Donc c'est un investissement de type différent. Alors forcément, en contrepartie, on espère voir des rendements qui sont beaucoup, beaucoup plus importants. Alors, investissements qui ne sont pas liquides. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément ou qui veulent en savoir plus, ça veut dire quoi ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un investissement liquide ? Alors voilà, je vais prendre mon deuxième chapeau, je vais le mettre, mon chapeau de gestionnaire de portefeuille. En fait, qu'est-ce que je fais quand je fais de la gestion de fortune, de la gestion de portefeuille ? Eh bien, simplement, en tant que gérant, eh bien, j'obtiens ce qu'on appelle en ivrite un ipui koar, donc une procuration. Simplement une procuration sur le compte bancaire du client, et j'investis son argent bien dans des actions, dans les obligations, que ce soit des obligations de l'État d'Israël, d'autres États, ou alors des obligations de sociétés. Et on crée un portefeuille en fonction du risque qui est défini donc par le client, en espérant qu'il va gagner évidemment plus que ce qu'il peut simplement gagner en ayant faire fructifier son capital, donc qu'il puisse gagner plus que simplement en ayant des dépôts bancaires où on peut gagner pas grand-chose. Mais ce qui est important quand je fais de la gestion, c'est que cet argent est liquide. En d'autres termes, j'y ai
cet argent est à disposition tous les jours. C'est-à-dire qu'un client peut me dire tous les jours, eh bien, Amir, donne-moi une partie de mon argent parce que j'en ai besoin. Dans mes actions, je veux récupérer. Ou alors, vends-moi même tout. C'est-à-dire, techniquement, c'est possible. C'est possible dans l'absolu, d'une minute à l'autre, dès que les marchés sont verts, je peux tout vendre. Voilà, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Maintenant, quand je fais un investissement dans une société qui n'est pas introduite en bourse, qui est une société privée, eh bien, l'argent n'est pas liquide. C'est-à-dire que si demain, aujourd'hui j'ai pris, je ne sais pas, $1 million et je l'ai investi dans une société fort bien, on est tous très contents, mais admettons qu'après 3 mois ou 6 mois, j'ai besoin de cet argent. Ce ne sera pas possible. Non, ce ne sera pas possible. Je n'y ai pas accès tant qu'on n'y a pas eu, d'une manière ou d'une autre, mais ce qu'on appelle un exit, c'est-à-dire que soit la société a été vendue à quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, on a vendu les actions, donc on reçoit de l'argent liquide ou des actions d'autres sociétés, soit l'argent a été introduit en bourse, dans ce qu'on appelle une IPO, une introduction en bourse, et à ce moment-là, évidemment, on passe du statut de société privée au statut de société publique. Et là, on est coté en bourse. Et là, on est coté en bourse, exactement. Donc, alors, voilà. On comprend que un entrepreneur qui a une idée, c'est le démarrage, j'imagine. Alors ensuite, ça peut, c'est aidé par ses propres fonds. On a un peu d'argent, puis la famille peut aider. Ensuite, pour rajouter encore un peu de trésorerie à cet entrepreneur, il y a des investisseurs privés qui peuvent arriver. Et vous arrivez, il y a les fonds d'investissement, évidemment, et vous êtes alors voilà, donc pas forcément à la fin. Donc, en tout cas, vous arrivez un petit peu après. Alors ça dépend. Alors voilà, chaque fonds, chaque investisseur, en fait, un type d'investissement qui lui est propre. Chacun décide en fonction de son profil de risque et de ses attentes, à quel moment est-ce qu'il espère investir, à quel moment est-ce qu'il veut rentrer dans une société ou non. Alors qu'est-ce qu'on regarde quand on vient vous voir, on tape à la porte? Alors je vais vous le dire, mais peut-être avant, en 30 secondes, je vais simplement vous donner juste un petit peu donc les stades traditionnels d'investissement et comment est-ce qu'une société croît. Alors en effet, au début, comment une société marche, eh bien on a simplement un ou plusieurs entrepreneurs qui ont une idée. Voilà, c'est comme ça que toutes les sociétés commencent. Eh bien, on va commencer avec ça. Et quand je dis toutes les sociétés, y compris Microsoft et Amazon et Apple, etc. Alors, on a dans le avant d'être énorme, ils ont été petits. Voilà. Alors, on avait Bill Gates, qui était un jeune homme qui étudiait dans son garage. Non, il était à Harvard. Oui, non, mais il a quitté Harvard pour créer Microsoft. Il est devenu l'homme le plus riche du monde. Mais oui, alors au début, il y avait juste une idée. Et puis donc, il s'est mis avec ses partenaires autour d'une table, et puis, ou je ne sais pas, dans un café, ou je ne sais pas où c'était, mais ils se sont dit, on va faire ça et ça. Ils ont eu une bonne idée, et puis ils ont vu qu'il y avait un besoin, et qu'ils allaient proposer un service qui allait répondre à un besoin dans le marché. Et puis, en fait, ils ont commencé à développer leur société. Et ensuite, dans le cas de Bill Gates, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Mais fondamentalement, il est parti d'une idée comme tout un chacun. Donc, comment ça marche? Alors, donc, il y a quelqu'un, on vient en idée. Alors ensuite, on ne peut pas schématiser à 100% parce qu'évidemment, chaque cas est différent et individuel. Mais pour quand même faire un espèce de schéma un petit peu brusque comme ça, un petit peu vulgaire, mais on va dire comme ça. Alors, on a en effet au début l'investisseur qui va commencer à se lancer dans son idée. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'il va faire, mais en général, au début, il va se lancer soit tout seul, soit avec, en effet, comme vous l'avez mentionné correctement, avec un petit peu d'argent privé, peut-être son argent à lui, peut-être l'argent de sa famille, de ses amis, ou alors simplement il va trouver peut-être un prêt bancaire, ou alors il va trouver simplement un investisseur ou un petit groupe d'investisseurs. Ça arrive aussi. Oui, qui croit en lui. Ça arrive aussi relativement souvent, y compris dans certaines sociétés qui sont des grosses sociétés, parce qu'il y a aussi des sociétés qui commencent avec énormément d'argent. Ça existe aussi. On a une société en Israël, par exemple, dans laquelle nous avons investi, qui s'appelle Lemonade, une société exceptionnelle dans le domaine de comment on appelle ça, de l'assurance. Bon, là, en l'occurrence, les investisseurs, c'était parmi les plus gros du monde, Sequoia, et puis un fonds israélien du nom de Aleph, avec Michael Eisenberg, qui est un Jérusalémite, et encore une ou deux personnes. Enfin, ils connaissaient déjà l'entrepreneur avant. Et puis voilà, je sais que pour le coup, Michael Eisenberg s'est assis avec l'entrepreneur de Lemonade dans un café à Katamon, à Jérusalem. Ils ont commencé à papoter. Ils ont dit, voilà, on a une bonne idée. Et enfin, lui, l'entrepreneur a dit, j'ai une bonne idée. Ils ont commencé à en parler. Ils se sont
Je sais que Michael Eisenberg, c'est lui qui a fait le Shidur, qui a fait la connexion avec l'autre entrepreneur. Et puis ils ont dit, l'idée est fantastique. Et puis ils ont commencé avec de l'argent, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, mais beaucoup d'argent. En fait. Ils ont levé maintenant plusieurs millions de dollars. Et aujourd'hui, la société a déjà marché de manière phénoménal. Donc, il y a aussi des cas où, en fait, tout de suite, on commence avec beaucoup d'argent, mais pas toujours. Donc, ça, c'est vraiment très, très individuel. En fait, que nous, de manière... Mais disons, le schéma classique, c'est qu'en effet, au début, il y a relativement peu d'argent, et plus la société grandit, plus il y en a. Et plus il va y en avoir. Et nous, on va rentrer dans un stade... Alors, il y a ce qu'on appelle en anglais, parce que tout est en anglais, il y a ce qu'on appelle pre-seed. Seed, c'est la graine. Mais en fait, le seed, un investissement seed, c'est un investissement au début. Donc avant que la graine ne germe. Quand l'idée est bonne, voilà, quand les conditions quand on a déjà quelque chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Series A, Series B, Series C. Donc série A, B, C. Plus la lettre augmente, en fait, plus on est avancé. On est avancé, exactement. Plus on est à un stade avancé. Nous, en général, on va rentrer entre seed, c'est-à-dire seed, c'est vraiment... Enfin, il y a déjà quelque chose. C'est pas qu'une idée sur un papier. Il y a déjà un produit, réalisation de... Exactement. Parce que moi, personnellement... Dans le concret. Voilà, parce qu'à partir du moment où on parle juste d'une... Il y a des gens qui se spécialisent juste pour prendre des entrepreneurs avec rien. Donc, avec une idée. Et puis, ils mettent relativement peu d'argent. Ils prennent une grosse partie de la société dès le départ. Mais ils lui donnent les conditions pour réussir. Mais ça demande tout de même un certain savoir-faire que nous n'avons pas, puis les ressources. Qui ne sont pas adaptés au type d'activité que moi je fais. Donc, par conséquent, nous allons rentrer dans un stade plus avancé. Quand aussi, il faut le savoir, les statistiques, elles sont contre nous. La grande majorité des sociétés, quand on prend depuis le début, elles vont échouer. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai envie de rentrer dans une société dans un stade qui est tout de même plus avancé pour savoir que j'ai affaire à un entrepreneur sérieux qui a déjà réussi à faire quelque chose. Parce que souvent, une bonne idée, c'est très bien. Sans une bonne idée, on ne peut rien faire. Mais ce qui va faire la différence entre une société qui va réussir et une société qui va échouer, c'est simplement ce qu'on appelle la réalisation. C'est-à-dire... Alors vous, justement, quand est-ce que vous décidez d'investir? Il faut que certains objectifs, j'imagine, soient déjà réalisés, qu'il y ait un produit, alors, absolument, qu'il y ait un service, si on parle d'un service, qui soit déjà vendu à des gens. Voilà, à des gens, tout simplement. Voilà, donc à des clients. Donc oui, alors nous, on va rentrer pas forcément quand il y a déjà des ventes, parce que souvent, déjà, quand il y a des ventes, c'est pour nous, peut-être des fois trop tard. Okay. Mais on va essayer de rentrer dans un endroit, dans une société qui est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire où on a un produit qui est à peu près terminé déjà maintenant, ou plus idéalement déjà terminé. S'il y a déjà des ventes, c'est encore mieux. S'il y a des ventes, c'est donc encore mieux. Mais de nouveau, on n'a pas trop de ventes. On ne va pas rentrer dans des sociétés qui valent en général plusieurs centaines de millions de dollars. Pas parce que ça ne nous intéresse pas. Parce que moi, j'ai aucun problème d'acheter une société qui vaut déjà 10 milliards de dollars ou 50 si je pense qu'elle va en valoir plus demain. Mais simplement parce qu'à ce stade-là, nous, dans mon activité personnelle, évidemment, nous sommes trop petits simplement pour intéresser, nous, en tant qu'investisseurs, des sociétés de cette taille. Donc, à ce niveau, en fait, les gens qui vont rentrer dans les sociétés qui valent déjà des centaines de millions de dollars ou voire des milliards de dollars, c'est déjà des très très gros fonds. Les investisseurs donc qui vont rentrer dans ce genre de société, ce sont des très gros fonds, les Sequoia de ce monde, les BlackRock. Alors il y a contrairement à ce qu'on pense, beaucoup d'investisseurs de venture capital israéliens. Alors, on a toujours l'impression qu'il y a dans l'écosystème israélien, il y a énormément de startups, surtout dans la high-tech israélienne, mais dont les investisseurs sont étrangers. Or, il se trouve que on pense mal parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'investisseurs israéliens. Alors, c'est pas qu'on ne pense mal, non, on pense de manière partielle. Partielle, ouais, c'est plus juste. Alors c'est j'aime bien. Je pense que c'est la bonne définition. Donc, oui, il y a beaucoup d'argent étranger. Je crois qu'il y a 6 milliards de dollars qui ont été investis l'année dernière, ce qui est considérable. Énorme. Mais il y a aussi de l'argent israélien. Par exemple, nous sommes à Jérusalem. Il y a un des plus gros fonds d'Israël qui s'appelle JVP, qui est à Jérusalem, dont les bureaux sont à Derech Hebron, à côté de la... Au 25, exactement. À côté en face du Dan. En face du Dan. Et puis à côté... C'est le très bel immeuble blanc qui fait l'angle. Exactement. Et puis c'est juste à côté de la Tachana Eshana, de l'ancienne gare de train.
là où il y a tous les restaurants, etc. Et ils ont pas seulement, il n'y a pas seulement JVP dans cet endroit, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres fonds jérusalemites, il y a des gens qui sont très très bons, qui font du très bon travail à Jérusalem. Mais c'est vrai que la majorité du business en Israël, évidemment, n'est pas à Jérusalem. Il est à Tel Aviv, à Herzliya, dans le centre du pays de manière générale. Et c'est là où il y a la majorité du business. Et il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup d'argent israélo-israélien qui est investi, et je m'excuse encore juste une chose, ou alors c'est de l'argent étranger, mais qui est investi pas de manière directe dans les sociétés, mais dans des fonds israéliens qui en fait sont les intermédiaires en réalité entre l'argent étranger et les sociétés israéliennes. Pas mal non plus. Oui, parce qu'il faut quand même avoir une certaine une connaissance du marché, il faut avoir une certaine expertise. Alors, en l'occurrence, c'est une expertise aussi que dans une certaine mesure que moi j'ai. Alors, à chacun à son niveau et chacun avec ses qualités propres. Bien sûr. Mais simplement, tout le monde ne peut pas tout faire. Et quand on vient de l'étranger, on n'a pas toujours forcément ni le temps ni les ressources pour faire une vraie due diligence, c'est-à-dire pour faire une vraie recherche des sociétés israéliennes. Alors justement, ces investisseurs qui nous écoutent peut-être, qui sont à un stade peut-être, les investisseurs, ça c'est sûr, mais les entrepreneurs aussi qui nous écoutent, qui sont peut-être à un stade avancé de leur business, qu'est-ce qui fait que oui, vous allez avoir un coup de cœur, que oui, vous allez avoir envie de dépenser, d'investir des millions sur une entreprise? Sur une entreprise. Eh bien, je pense que la toute première chose quand même, c'est l'investisseur, c'est l'entrepreneur lui-même. C'est-à-dire les gens, le team. D'abord et avant tout, les investisseurs eux-mêmes, pas seulement les employés, mais les investisseurs, le CEO, le PDG de la boîte, le fondateur de la boîte, enfin le team lui-même. Avec son background, ce qu'il a fait avant, s'il a déjà eu des réussites. S'il a déjà eu des réussites, oui, ça c'est quelque chose. C'est important. C'est absolument ça. S'il n'en a jamais eu, s'il n'a jamais pas d'expérience. C'est pas forcément rédhibitoire, c'est pas du tout rédhibitoire. C'est moins sexy. Oui, non, disons que c'est clair que quand quelqu'un a déjà eu une réussite, il est sérieux. Oui, c'est sûr. C'est le sérieux de l'investisseur, c'est son potentiel, c'est quoi? C'est le sérieux de l'investisseur, et c'est surtout, je répète, la différence entre une société qui va réussir et une société qui ne va pas réussir. Alors, les idées, c'est très bien, c'est important, on en a besoin, sans ça, il n'y a rien, mais ça n'est pas l'idée. Parce que l'idée, souvent, on peut avoir des très bonnes idées et échouer complètement. La capacité de transformer une société en réussite, c'est l'exécution. D'accord ? Et un entrepreneur qui a déjà eu une société, qu'il a déjà vendu une société, qu'il a déjà pris une société de rien à X millions, par exemple, par définition, ça me prouve que c'est quelqu'un qui a des capacités d'exécution. Il a une capacité de transformation. De transformation, ce qu'on appelle l'exécution. C'est-à-dire, il est capable de prendre une idée, un concept, et de transformer ça en société qui vaut du vrai argent. D'accord ? Ça a une valeur. Est-ce que l'originalité d'une idée est importante ? Ou pas tant ? Oui et non, ça dépend. Moi, j'aime bien, personnellement, mais pas forcément. Je vais vous donner un exemple d'une société qui a été fondée par les Israéliens, même si elle n'est pas israélienne, WeWork, qui est une société qui vaut maintenant plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ils sont pas très loin de chez nous, d'ailleurs. D'accord, oui, tout à fait. Il y a Adam Neumann, qui est un Israélien, un des entrepreneurs là-bas, un type exceptionnel, d'ailleurs. Et WeWork, ça n'a franchement c'est pas un concept révolutionnaire. Enfin, c'est eux qui ont répandu ce concept dans le monde entier, mais enfin, ça existait avant eux. Il y a absolument zéro technologie. Rien, il n'y a pas de technologie. Il s'agit, en fait, l'idée, c'est simplement de prendre un immeuble ou de prendre le transformer en espace de bureau. De le transformer en espace de bureau, et puis de les séparer. Et puis en fait, du point de vue purement financier, c'est de faire... Parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un immeuble, ils font une location de long terme, ils font un shiput, ils font donc... comment est-ce qu'on dit un shiput en français ? Des travaux. Ils font des travaux, voilà. Ils remettent à neuf, ils le séparent, et ensuite ils font des locations de court terme. Les locations de court terme sont évidemment beaucoup plus rentables que des locations de long terme. Donc en fait, ils prennent la différence. Une partie de la différence va en frais, de tout ce qu'ils ont besoin pour faire tourner le business, mais c'est tout. C'est vraiment pas sorcier comme concept. Et d'ailleurs, ça a été énormément copié. C'est copié partout, que ce soit en Israël ou dans le monde entier. Tout le monde aujourd'hui a adopté ce concept. Alors, ça prend de l'ampleur forcément, là, pour le coup, l'idée n'était pas très originale, mais ça a marché très bien. Mais ça a marché, et ils ont transformé rien du tout en plusieurs dizaines de milliards de dollars. Je crois que la valorisation en ce moment, c'est 30 ou 40 milliards. Enfin, on est dans des hauteurs incroyables, stratosphériques. Et il y a zéro technologie, il n'y a rien. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il y a dans WeWork ? Il y a une chose, il y a l'exécution.
Et ça, c'est vraiment la différence entre WeWork et ça, c'est grâce au PDG. Et ça, c'est grâce au PDG, au team, et c'est l'exécution, et puis ce qu'on appelle en anglais scalability, c'est-à-dire la capacité de prendre un petit business et de le rendre grand. Alors, pour donner un exemple d'un business purement israélo-israélien qui a cette capacité et qui, de nouveau, n'est pas original, eh bien, c'est Rami Levy. On sait tous que tous les gens qui habitent en Israël, on va faire souvent chez Rami Levy. Bien, Rami Levy, il y a, je ne sais pas, 30 ou 40 ans, il avait un petit macolette, un basta, un petit comptoir dans le chouk de Jérusalem, dans le marché. Hein. Et puis, il a réussi à transformer son petit business en quelques dizaines d'années en empire qui vaut plusieurs milliards de shekalim. Et lui-même, je ne sais pas exactement maintenant où il en était, mais enfin, lui-même, il a une fortune peut-être de plus d'1 milliard de shekels, de plusieurs centaines de millions de dollars, sur une idée qui est absolument pas originale, puisqu'il s'agit simplement de supermarchés. Mais il a réussi simplement à le faire mieux que ses compétiteurs. Voilà, c'est tout. Donc vous regardez, on a compris la transformation, l'exécution, comme vous dites, ça c'est important. La personnalité du chef d'entreprise, ses succès. Qu'est-ce qui peut être... Et puis la technologie encore. Ça, c'est encore un point. Ça, c'est pour d'autres types plutôt dans le high-tech. C'était plutôt dans la tech. Je regarde quand même la technologie parce qu'en fait, pour qu'une société réussisse... Et perdure, voilà, sur le long terme. Il faut qu'ils aient un coup d'avance. Il faut qu'ils aient il faut qu'il y ait quand même des barrières à l'entrée par rapport aux compétiteurs, parce que si tout le monde fait exactement la même chose, ça va être difficile de perdurer, et même si on perdure, ça va être difficile de croître, de grandir. Donc, des barrières à l'entrée, c'est important. Une barrière très importante à l'entrée, ça peut être la technologie, c'est-à-dire si moi j'ai une technologie qui est véritablement supérieure à mes concurrents, eh bien, j'ai plus de chances de réussir. Alors, comment vous faites pour trouver ces entreprises, ou comment ces entreprises vous trouvent? Parce que c'est souvent là où la blesse. On n'arrive pas à faire le match. Et surtout quand on est Olé Khadash, et on peut avoir beaucoup d'expérience dans son pays d'origine, être tout à fait compétitif, être au point. Mais comment faire le matching? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est le plus compliqué. Parce que faire le choix, d'abord... Vous allez me donner un truc, là. Alors non, mais vous allez être obligé, vous n'allez pas partir comme ça. Tout à fait. Non, mais je veux dire, mais je dis simplement, c'est le plus compliqué, parce que moi, je vois quand même pas mal de sociétés, et c'est vrai que quand on les voit, au début, elles ont toutes l'air bien. Toutes, ou presque toutes. Peut-être pas toutes, mais vraiment la grande majorité ont l'air intéressantes, et puis ensuite quand on rentre, une partie sont moins intéressantes, et même on finit par faire une sorte de tri, hein. Et ben même quand on a terminé de faire le tri, et ben on se retrouve avec plusieurs sociétés. On peut pas être partout, hein, par définition, on peut pas investir dans tout. On connaît aussi les statistiques, une bonne partie de ces sociétés vont finir par fermer quand même, donc il faut quand même faire le choix, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Comment est-ce qu'on choisit donc? Comment vous les trouvez? Comment je les trouve, voilà. Donc, alors comment est-ce que je les trouve? Eh bien, moi, ce que je pense, moi j'ai développé une stratégie que j'appelle la stratégie du parasite. C'est-à-dire, comme moi, je ne choisis pas des sociétés qui sont en early stage, qui sont au tout début de leur développement, et que je viens seulement plus tard. En fait, j'ai développé, je pense avec un succès non négligeable. De la veille technologique? Non. Ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai en fait développé beaucoup de partenariats avec des gens qui sont bien placés, et en fait, ils me font la présélection. Et donc, en fait, l'avantage de faire ça avec plusieurs partenaires différents, pas d'un ou deux, ça me permet en fait d'avoir une espèce de vue d'ensemble. Si 3 partenaires vous donnent la même société, déjà c'est pas mal. Alors ça c'est déjà bien. Alors ça, j'ai eu un cas comme ça où j'ai vraiment 3 partenaires qui sont venus avec la même société. Alors j'ai regardé, on est investi dedans. C'est une société exceptionnelle, mais ça c'est un petit peu vraiment exceptionnel. Rare. C'est quand même rare. Dans l'ensemble, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me dire... Vous avez des relais, on va dire. Voilà, j'ai des relais. En fait, les relais me permettent d'arriver à des sociétés au stade qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire, mais j'ai eu un tri à la base, et ensuite, je fais mes tris derrière. Vous-même. Alors, comment ces entrepreneurs qui nous écoutent peut-être peuvent avoir accès, s'ils ne peuvent pas avoir accès à vous directement, à ces relais? D'abord, ils peuvent avoir accès à moi directement. Je suis extrêmement facile d'accès. Ça, c'est chouette. Comment on fait pour vous contacter? Alors, c'est très simple. D'abord, vous pouvez rentrer... ma société s'appelle Champel Capital, CHAMPEL. Vous pouvez simplement rentrer sur le site, et puis envoyer un mail. Sinon, vous pouvez chercher Amir Weitman sur Google, vous me trouverez
très, très, très facilement, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, On vous trouve, on peut sur vous parler. Twitter, sur ce que vous voulez. Ok. Je suis extrêmement accessible, il n'y a aucun problème. C'est très important pour moi d'être accessible parce que j'ai besoin que les gens puissent me parler. Et vous proposez des choses. Parce Et me proposer des choses. Contrairement à ce qu'on pense, en Israël, on est très très ouvert. Ah non, il n'y a mais aucun problème. Ça va très vite. On m'envoie Si un c'est intéressant, mail. ça peut aller vite. Ça va très très vite. On a Ouais. fait des fois des investissements en vraiment extrêmement peu de temps. J'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez nous dire, par exemple, une fourchette pour qu'on se rende compte, hein, parce que bon, j'imagine que les gens ont besoin de savoir de quoi on parle. En termes d'investissement, le plus petit investissement que vous ayez pu faire et le plus gros. Nous, on va dire, on a une fourchette qui est en général, on va investir typiquement, allez, on va dire entre un demi-million et $1 million par investissement. On a fait des investissements plus faibles. On pourra peut-être dans l'avenir, si on augmente la taille de nos affaires, peut-être qu'on fera des plus gros investissements aussi. Hein. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est justement, c'est nous. Hein. Il y a des gens qui investissent $10 000, $50 000. Il y a des gens qui investissent $100 000. Il y a des gens qui, en dessous de $10 millions, ils vont même pas vous parler. Ou en dessous de 50 millions. Enfin, ça dépend vraiment qui on est. Hein. Et puis, ça dépend qu'est-ce qu'on a besoin. Mais simplement, de nouveau, pour quand même pas faire perdre ni mon temps, ni le temps des auditeurs, si quelqu'un a juste une idée ou alors qui vient de se lancer quelque chose, c'est pas la peine Vous n'êtes pas la bonne adresse. Je suis pas la bonne adresse du tout, donc c'est inutile. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui se spécialisent. Des seeds, on a dit. Des seeds, oui. Il y a des gens qui le font très, très bien. Il n'y a pas de problème. Une question pour terminer, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler très longtemps. Vous nous avez parlé de ce que vous regardez, ce qui était attirant pour vous en tant qu'investisseur. Qu'est-ce qui est rédhibitoire ? Qu'est-ce qui fait que c'est sûr vous n'allez pas y aller ? Alors, moi, ce que j'aime pas du tout, c'est... comment est-ce qu'on dit en français ? La Chartzanout. Je ne pourrais pas vous traduire. Quand on est... Chartzanout, je ne sais pas. C'est quand quelqu'un est un peu, on a le nez un peu en l'air, comme ça. Oui, des gens, l'arrogance. Gaftane, voilà. Arrogance, d'accord. Voilà, l'arrogance, ça c'est insupportable. J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Comment dire, c'est big no-no. C'est pas supportable quand des gens commencent à dire moi je suis génial, voilà, non, j'ai l'idée du siècle. Voilà, et puis quand quelqu'un, une fois j'ai rencontré quelqu'un qui a d'ailleurs une superbe idée, hein, sans rentrer dans les détails, mais quand je lui ai commencé il a développé un produit tout seul pendant 2-3 ans et vraiment tout seul. Vous avez voulu le faire alors je lui ai posé un peu des questions, auditer. puis je lui ai dit mais comment tu as fait ça, parce que quand même ta concurrence pour développer ce que toi tu as fait a investi je sais pas combien de dizaines de millions de dollars, toi tu me dis que tu l'as fait avec quelques peut-être dizaines de milliers de dollars. C'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Alors il m'a dit c'est parce que je suis un génie. Alors, il m'a regardé comme ça, je lui ai dit, alors c'est possible que c'est un génie d'ailleurs, c'est pas, je ne... Ouais, mais j'ai pas investi chez lui, en tout cas pas à ce stade, et c'est vrai que je me sens pas à l'aise parce que je pense qu'aussi une société, même si c'est vraiment un génie, admettons, c'est pas impossible, hein, mais même si c'est vraiment un génie, je pense qu'un entrepreneur doit être capable de se remettre en question, il doit être capable d'être suffisamment humble pour être, le cas échéant, capable de changer de direction s'il a besoin, d'écouter des conseils, et pas d'être moi je sais tout, je peux tout, je comprends tout. Moi par exemple, personnellement, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je pose des questions aux gens parce que je ne sais pas. Donc, je pense que des gens qui, même s'ils sont des spécialistes dans leur domaine... Disons que ça ne rassure pas un investisseur parce qu'on sait que la route est longue. Voilà. Parfois, il faut changer de cap et quelqu'un qui pense qu'il est le meilleur et qui ne peut pas entendre ce que ceux qui sont en face et spécialistes vont lui dire, ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper. Voilà. Donc ça, c'est assez rédhibitoire pour moi pour répondre à votre question. Bon, alors, on a parlé de ce formidable travail que vous faites. C'est extraordinaire. Ça, je dois quand même le dire. C'est ça, je suis obligé de rajouter une phrase. Dans les sociétés, alors voilà, ça je suis quand même obligé de parler pendant quelques secondes. C'est moi depuis, j'ai quand même 43 ans, je travaille depuis quand même pas mal d'années. C'est de loin le travail le plus extraordinaire que j'ai jamais fait. C'est probablement un des plus beaux métiers du monde, pour la simple et bonne raison qu'on découvre en effet des mondes. Chaque société, c'est vraiment un monde, c'est un marché différent, c'est des gens complètement différents, mais c'est tous des gens fantastiques. C'est-à-dire les entrepreneurs, c'est vraiment des gens de très haut niveau, des gens en général
exceptionnels. Et puis c'est des gens humainement parlant également, en général, quand ça marche, c'est que... Oui, c'est des gens bien en général. C'est des gens très très bien, pas tous, mais dans l'ensemble, dans la grande majorité, je pense que c'est quand même des gens bien. Ils font des choses exceptionnelles, des développements magnifiques. Et puis moi, j'ai investi quand même pas. On a investi dans plusieurs sociétés qui sont dans le domaine médical. Et bon, ça c'est exceptionnel de voir qu'on contribue à guérir des gens, à aider la vie des gens. À aider la vie des gens. Alors ça, c'est du côté médical, moi, c'est personnellement ce qui me fascine le plus, parce que vraiment, c'est le côté humain au sens profond du terme, c'est de voir comment on peut aider des gens. Je pense que c'est vraiment, vraiment cool. Moi, je trouve exceptionnel, mais pas seulement ça. On participe au développement de technologies qui vont révolutionner le monde. Et moi, je trouve que c'est génial, c'est vraiment enthousiasmant comme métier. C'est sûr. Alors, juste une petite question, allez, pour terminer, parce que j'en profite. Qu'est-ce que vous pensez de ces exits qui sont faites par des sociétés israéliennes, alors, qui cartonnent, etc., puis qui sont vendues et tout le savoir-faire s'en va? Ça a beaucoup défrayé la chronique en Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de penser à court terme, il faut que les jeunes pensent à long terme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, je ne sais pas, il n'y avait quasiment pas de high-tech en Israël. La high-tech a commencé vraiment à se développer en Israël dans les années 90, progressivement. Il y a en fait un processus qui est un processus naturel et qui est en train de se passer, un processus de maturation. C'est-à-dire les gens qui étaient des entrepreneurs il y a 30 ans en Israël, dans le domaine du high-tech, ils n'avaient pas de modèle. Donc souvent, ils avaient tendance, en effet, à tout de suite vouloir vendre leur société. Mais parce que d'abord, c'est... Il y a faire de l'argent. Il y a faire de l'argent, mais bon, je peux comprendre. Parce que si on a une société qui vaut tout d'un coup 200 millions de dollars et que moi, j'ai 10% de la société, ça fait 20 millions de dollars. Même quand on a payé les impôts derrière, ça fait beaucoup d'argent. Surtout quand on n'en a pas eu. Voilà, surtout qu'on n'en a pas eu. Donc, je peux d'abord comprendre, et je comprends jusqu'à aujourd'hui les gens qui font des exits, parce que oui, avoir accès à plusieurs millions de dollars, dans certains cas, plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars, il faut pouvoir résister. Donc, il faut avoir vraiment confiance dans son produit. Alors là, on arrive à la maturation. Vous pensez que ça va changer? Je pense que deux choses. C'est-à-dire, d'une part, il faut aussi voir quel est l'avantage comparatif d'Israël par rapport aux autres pays du monde. Nous ne sommes tout de même pas... Nous, l'avantage comparatif d'Israël, c'est quand même dans le développement technologique. C'est moins dans la vente et le développement d'une société. Donc, vendre des sociétés, faire des exits relativement tôt, c'est pas complètement... illogique pour des Israéliens. Parce que développer une technologie et l'amener jusqu'à un certain niveau, ce sont des choses que les Israéliens savent bien faire, peut-être mieux qu'en fait quiconque au monde. Mais ensuite, prendre une société qui est arrivée déjà à un certain stade et puis la prendre vraiment, en faire une grande société, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que c'est une grande société? C'est une société qui a des produits, certes, mais qui en fait est capable de les vendre au grand public dans le monde entier. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, forcément, quand on vient d'Israël, qu'on connaît peut-être pas toujours le grand monde, aux États-Unis, en Europe et tout, c'est pas toujours simple de pouvoir faire des ventes dans un haut niveau, dans des grands volumes. Donc, c'est pas illogique de vouloir vendre sa société, mais c'est vrai qu'avec le temps et avec le nombre d'entrepreneurs qui va en augmentant de manière presque exponentielle, je pense que les Israéliens apprennent tranquillement, mais relativement rapidement, à justement développer des sociétés. Et on voit depuis ces dernières années qu'il y a une tendance à moins vendre les sociétés tôt, et justement les garder un peu plus longtemps pour essayer de les développer, de les amener justement à des valeurs plus importantes. Et donc des gens qui peut-être il y a encore 10 ans ou même 5 ans les auraient vendus à 200 millions, peut-être que maintenant ils vont essayer de les vendre à 1 milliard ou 2 milliards. Et on voit d'ailleurs qu'il y a moins d'exits. Les tendances ces dernières années, il y a des statistiques qui se... Mais ils sont plus gros. Mais ils sont plus gros, exactement. Il y a moins d'exits. Et puis, on voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui ne veulent pas. Qui veulent garder. Donc, je pense que c'est un bon signe, personnellement. Alors, l'avenir ne le dira. Mais je pense que c'est un bon signe. Ça montre, en effet, qu'il y a un processus de maturation qui est, de mon sens, extrêmement positif. Mais voilà. Mais vous savez, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les choses s'apprennent, il faut qu'une expertise se développe au cours du temps. C'est des choses qui prennent du temps, et je pense que Israël se développe. On est en bonne voie. On est en bonne voie. Moi, je suis très optimiste. Bon, alors on va finir sur cette note chaleureuse et optimiste, comme vous avez dit. C'était Amir Weitman. On était content de vous avoir. Voilà, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut parler avec un Venture Capital, qu'on peut expliquer la façon de penser, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau, voilà, derrière tous ces rêves, pour tous ces entrepreneurs qui nous regardent peut-être.
peut-être. En tout cas, vous avez maintenant une adresse. Si vous en êtes à ce stade de développement, vous avez bien compris que c'est pas pour le début, il faut attendre un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On vous trouve, page Facebook, Champel, Champel, voilà. Voilà, ça c'est sur Google. Sur Google. Voilà, cherchez-moi, vous me trouverez très facilement. Et vous répondez, écoutez, on est ravis. Vous pouvez même dire que c'est grâce au studio Qualita que vous l'avez. Avec plaisir. Vous l'avez connu. À bientôt en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.